au dénouement divers. Certains pays africains ont une alternance démocratique, c'est le cas du Ghana avec l'élection de Nana Akufo-Addo, tout le contraire du pays voisin, la Gambie. Nous allons revenir sur tous ces faits avec Ndeye Menda. L'Afrique a connu des moments assez sombres en 2016. Violence, élections non équitables et pas crédibles, arrestation d'opposants, emprisonnement, terrorisme, corruption, la liste est longue. Toutefois, elle a savouré des moments de stress mêlés à la joie. Citons l'exemple du Ghana, ce pays qui peut désormais se targuer d'être l'un des plus démocratiques du continent, a sauvé sa face avec la reconnaissance par le président John Dramani Mahama de la victoire de son historique opposant Nana Akufo-Addo. Un scénario tout différent se passe en Gambie en cette fin d'année. Après avoir dirigé la Gambie pendant 22 ans, Yaya Jammeh d'abord accepte sa défaite à l'issue de l'élection présidentielle qui l'opposait à Adama Barrow, démocratiquement élu. Autre actualité qui a marqué l'Afrique en cette année 2016, le retrait annoncé de certains pays africains de la Cour pénale internationale. C'est le cas de la Gambie, de l'Afrique du Sud, du Burundi qui ont critiqué la politique de la Cour pénale internationale vis-à-vis des pays africains. La Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, avait d'ailleurs accusé cette Cour de vouloir persécuter les dirigeants africains alors qu'au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de l'Assemblée des États partis avaient d'ailleurs appelé ces pays qui remettaient en cause le fonctionnement de cette juridiction à ne pas s'en retirer, mais à résoudre leurs différends par le dialogue avec les autres membres. Professeur, nous allons parler de la Gambie avec cette volte-face spectaculaire de Yaya Jammeh qui s'est mis à dos toute l'opinion internationale. Aujourd'hui, quels sont les risques pour Yaya Jammeh? Les risques sont gros parce que mis à dos toute l'opinion internationale et toutes les puissances, tous les pays aussi du monde entier. Je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Il ne peut pas s'en sortir. Des cas comme ça, il y en a eu, mais il est impossible quand même qu'il s'en sorte. Il y en a qui disent que essayer de régler le problème de manière militaire n'est pas la meilleure des choses. Mais en même temps, je me demande qu'est-ce qu'il propose pour pouvoir trouver une solution à cette situation. Le problème par rapport à cette situation, il y a le fait que quand même le peuple gambien s'est librement exprimé. Lui-même, il a dit qu'il reconnaissait les résultats, mais à partir de ce moment, on n'en parle plus. Il s'en va et celui qui a gagné se met en place. Alors, si ce problème-là n'est pas réglé d'une manière ou d'une autre, il y a quand même un précédent très dangereux qui risquerait de faire reculer l'Afrique par rapport à la démocratie. Quelle que soit votre grandeur et votre gloire, vous avez le pouvoir, vous le tenez de votre peuple et vous ne saurez jamais triompher contre votre peuple. Quel que soit votre pouvoir, vous ne pourrez jamais faire un procès contre votre peuple et le gagner. C'est clair qu'il aille à ces sources-là et qu'il fasse preuve quand même, je crois, d'une certaine humilité pour savoir que le pouvoir lui a été donné par Dieu à travers les hommes. Vox populi, vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, et qu'il restitue ça. Ou alors, que tout le monde attend, il a toujours le Coran avec lui. Mais il y a tellement de passages qui enseignent l'humilité dans le Coran, il n'a qu'à s'en inspirer. Il n'a qu'à s'en inspirer. Professeur, l'actualité internationale a aussi été marquée cette année par ce qui s'est passé en Europe, notamment le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En France, il y a eu la défaite de Sarkozy lors des primaires de la droite, le renoncement de Hollande à briguer un second mandat et la crise migratoire figurent parmi les faits saillants de l'actualité européenne, non sans oublier le référendum en Italie. Premier ministre Matteo Renzi, un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est avec Fatoulaye Mbaye Diop. La crise des migrants aura marqué l'Europe durant toute l'année 2016. En mars 2016, que la Turquie et l'Union européenne ont convenu d'un plan global pour réduire la migration vers l'Europe, ce qui faisait que les premiers migrants en situation irrégulière ont été renvoyés de Grèce vers la Turquie. Hormis la crise migratoire, l'actualité d'Europe 2016 aura été marquée par la
qui a été un choc historique. Tout a commencé en mars où le gouvernement britannique a annoncé qu'il va lancer le processus pour que le Royaume quitte l'Union européenne. Mais c'est en juin, lors d'un référendum, que les Britanniques ont voté 51,9% des voix pour sortir de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique David Cameron, qui avait organisé la tenue du référendum et qui avait fait campagne pour le maintien, démissionne et c'est le 16 juillet que la reine Elisabeth II a accepté la démission depuis 6 ans et en septembre, ce dernier annonce qu'il abandonne son siège de député conservateur. L'année 2006 a été très marquante dans le domaine de la politique en France avec la primaire de la droite. La victoire surprise de Fillon qui écrase Sarkozy et Juppé au mois de novembre. Quelques jours après, le président de la République de la France, François Hollande, annonce qu'il renonçait à se porter candidat à sa réélection. Et comme si le monde s'était donné, son premier ministre Manuel Valls démissionne de son poste. Il annonce sa candidature pour la présidentielle. Pendant ce temps, le Premier ministre italien Matteo Renzi annonce également sa démission après la victoire du non au référendum sur son projet de réforme de la Constitution. L'année 2016, l'Europe était donc marquée par une actualité que personne n'aurait prédit. Professeur, nous parlons du Brexit avec les électeurs britanniques qui se sont prononcés à près de 52% pour quitter l'Union européenne. Conséquence de ce départ pour l'Union européenne, mais aussi pour les Royaumes-Unis. On avait craint pour la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Mais je crois qu'aux dernières nouvelles, en tout cas les dernières nouvelles que j'ai eues, il semblerait que la Grande-Bretagne ne se porte pas aussi mal que ça par rapport au Brexit. Mais moi, je vois que l'actualité internationale devrait toujours nous pousser peut-être à, si vous voulez, revenir à nous-mêmes et si on peut en tirer des enseignements. Au fond, cette Union européenne, puis combien d'années ça existe déjà? Et cette Union européenne a toujours des balbutiements constamment. Donc, combien nous faudra-t-il, combien d'efforts nous faudra-t-il pour mettre en place une Afrique unie, une Union africaine qui puisse fonctionner et qui n'ait pas des balbutiements de ce genre-là. Quant à Sarkozy et Hollande, ce qu'on apprend ici, c'est que bon, voilà des présidents quand même qui avaient une certaine allure et qui ont dû se contenter d'un seul mandat, quel que soit. Et je crois que bon, ces anciens lieutenants lui ont ravi la vedette et il est parti. Il se dit que bon, il va maintenant mener une vie de famille à contre-cœur. Mais François Hollande a accepté que bon, sa candidature pourrait peut-être être une mauvaise candidature et de plein gré, il a accepté de laisser la place aux autres. Je crois qu'il y a une certaine instabilité politique au niveau de l'Europe. La seule qui normalement devrait s'en sortir, c'est Angela Merkel. On nous dit que quelque part les Allemands ou certaines partis politiques allemands sont en train de vouloir l'affaiblir. Alors on verra. On verra. Professeur, voilà. 2016, c'est aussi la mort du père de la révolution cubaine, Fidel Castro, à l'âge de 90 ans. La destitution de Dilma Rousseff au Brésil. La présidente a été jugée en partie responsable du scandale Petrobras. Excusez-moi, 2016, c'est aussi la présidentielle américaine. Donald Trump, 45e président des États-Unis. Retour sur L'élection du magnat de l'immobilier à la Maison-Blanche aura été la surprise de l'année. Au terme d'une soirée mémorable et alors que presque tous les sondages le donnaient, Donald Trump a remporté son pari en défaisant de peu la candidate démocrate Hillary Clinton, qui a cependant gagné le vote populaire. Le milliardaire avait déjà déjoué tous les pronostics lorsqu'il a vaincu ses 16 rivaux dans les primaires républicaines à grands coups de déclaration à l'emporte-pièce personnelle. Malgré les doutes, les premiers JO à prendre place en Amérique du Sud se déroulent sans anicroche, avec la participation de 11 000 athlètes de plus de 200 pays. Les craintes d'une épidémie de Zika ne se concrétisent pas plus que celles d'un attentat terroriste. Ce sont plutôt les soupçons de dopage qui assombrissent ces Jeux, avec la publication en juillet d'un rapport qui révèle que le ministère du Sport russe, sous la supervision des autorités et avec l'aide des services secrets, a créé touchant la majorité des disciplines. Conséquence, 118 athlètes russes sont exclus des Jeux. En parallèle, une grave crise politique éclate qui conduit à la destitution. Le
31 août de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour dissimuler l'ampleur du déficit. Après 4 ans de discussion à Cuba, le gouvernement colombien et la principale guérilla du pays, les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, signent une entente de 50 ans de conflit. Mais dans un référendum le 2 octobre, une mince majorité de Colombiens rejette l'accord, l'estimant trop généreux pour les guerrillos, dont les chefs ne seront pas obligatoirement tenus d'aller en prison et pourront se présenter au Congrès. À la suite d'une renégociation, les parlementaires colombiens ont approuvé une version améliorée. Enfin, le père de la révolution cubaine, donné pour mort à maintes reprises au cours des dernières années, s'est éteint à 90 ans. La dictature de Batista en janvier 1959 avait laissé les rênes du pouvoir à son frère Raúl en 2006. Les réformes que celui-ci a entreprises commencent à porter leurs fruits, notamment avec l'ouverture graduelle vers les États-Unis. L'année 2016 a d'ailleurs vu l'implantation de la première chaîne hôtelière américaine et la première visite d'un président américain sur l'île en près d'un siècle. Un concert des Rolling Stones en mars a marqué du rock banni pendant des années en tant que musique de l'ennemi. Professeur, nous allons parler d'un fait qui n'est pas passé inaperçu, l'élection de Donald Trump. Avez-vous été surpris? J'ai été surpris, mais permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pieuse pour El Líder Máximo et de me rappeler certaines phrases en espagnol qui sont extraordinaires et qui galvanisaient les foules. Je crois que ce n'est pas de lui, c'est de José Martí. Glorieuse. L'histoire d'un pays s'écrive avec le sang des morts. Voilà un pays où il y a eu une révolution. Et il y a beaucoup d'Espagnols, de Cubains qui se sont sacrifiés pour une bonne cause. Et Fidel Castro a été parmi eux. Donald Trump, ça a été une surprise pour tout le monde. Finalement, il a rendu très humble et modeste les analystes de la situation politique internationale et nationale. Il a eu à aussi rabattre le caquet à ceux qui étaient les spécialistes des... Le peuple américain s'est prononcé. Peut-être que Donald Trump a été la personne qui a su le mieux et le plus leur parler. Parce que quand même, quand on les compare, celui qui est le plus américain ordinaire, c'est Donald Trump. Il a beau être milliardaire, mais le comportement, l'attitude de Donald Trump, son discours, sa phraséologie, c'est la phraséologie, le discours de l'Américain moins simple qui sait construire que des phrases très courtes qui ne poussent pas la réflexion de manière Obama ou comme l'a fait Hillary Clinton. Espérons tout simplement qu'il saura devenir un président de la République, c'est-à-dire que son comportement, des fois un peu à la limite, qu'il puisse gérer ça en tant que président des États-Unis. Il a gagné parce qu'il a su parler à tout le monde. Professeur, 2016, une année de sang et d'horreur avec cette série d'attentats terroristes, d'attaques meurtrières revendiquées par les groupes armés État islamique et Boko Haram. Une année d'atrocités à Bruxelles, à Nice, en Turquie, en Syrie ou encore en Irak. Le récit de Léopold Tamba. Telle une secousse tellurique, la montée du fondamentalisme a bouleversé le monde et laissé des stigmates en cette année 2016 finissante. Dans le registre macabre des attentats perpétrés un peu partout dans le monde, l'État islamique s'est illustré par ses ramifications tentaculaires et ses méthodes peu orthodoxes. Libye, le 7 janvier 2016, l'État islamique fomente un attentat contre une école de formation des gardes-côtes dans le quartier. À bord d'un camion-citerne, lance son véhicule sur un groupe de 300 jeunes recrues, bilan 65 morts. La Libye venait ainsi de payer son plus lourd tribut depuis la chute de Muammar el-Kadhafi. La folle série meurtrière perpétrée par ce groupe n'épargnera pas les coins et recoins du monde entier. L'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Indonésie, l'Afghanistan, l'Égypte, la Syrie, même les puissances militaires comme la France, les États-Unis et Israël ne seront pas épargnés. Tropiques rivalisent d'ardeur dans les tueries haineuses. Le Cameroun, le Nigeria, le Niger, pour ne citer que ces pays africains, ne sont pas épargnés. Al-Qaïda, dans cette folle randonnée sanglante, a aussi joué sa partition. L'année
2016 tirera-t-elle sa révérence avec le dernier attentat qui a eu lieu le 25 décembre 2016 dans une église de Mindanao aux Philippines? Rien de moins sûr. En tout cas, de cette attaque perpétrée par un groupe islamiste, le bilan est moins lourd avec. Professeur, nous allons parler de ces groupes terroristes, supposés terroristes par les Européens, c'est eux qui utilisent ces mots, Boko Haram, État islamique, AQMI, des groupes qui viennent en Afrique recruter des jeunes et les enrôler comme djihadistes. On parle même de Sénégalais qui se seraient fait enrôler. Le Sénégal est-il menacé? C'est la seule question. Oui, mais c'est tous les pays qui sont menacés. Je crois que l'appellation terroriste, moi je ne peux pas utiliser un autre mot que celui-là. Parce que quand même, j'ai ressenti dans ma chair Timbuktu. Non seulement c'était des saints maliens et des saints ouest-africains qui sont enterrés là-bas, mais c'est des monuments qui sont le témoignage ou le témoin de notre propre histoire, qu'on vienne les détruire parce que tout simplement on croit à une religion ou à une version de l'islam où il est interdit d'avoir des monuments pour des hommes, mais c'est une version, c'est pas tout l'islam. Le djihad commence d'abord et avant tout par la personne elle-même, le combat intérieur qu'on doit faire pour se bonifier, pour s'améliorer. C'est ça d'abord avant d'être l'attaque, je crois, contre des gens que l'on considérait comme des infidèles. Même dans le Coran et à l'époque du prophète, on ne disait pas attaquer les gens s'ils ne croient pas. On disait, si les gens ne vous croient pas, essayez la persuasion. Parce que la croyance, c'est une question qui est là dans la tête plutôt que sur le corps. Alors, donc je crois que ces mouvements-là sont des mouvements qui sont regrettables. Il faudrait, le Sénégal n'est pas... prend beaucoup de dispositions pour se protéger, même si le Sénégal a aussi des confréries qui sont certainement une sorte de tampon entre nous et cette possibilité ou cette tentation qu'on aurait d'aller faire ce djihad-là. Il y a des jeunes Sénégalais qui sont là-dedans. J'espère tout simplement qu'ils sauront peut-être revenir à la raison et ne pas se laisser tuer alors qu'ils sont jeunes et leurs familles et eux-mêmes sont pleins d'espoir. C'est regrettable. Bonne et heureuse année, professeur. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir... Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette rétrospective 2016 de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Abdoulaziz Sow qui l'a réalisé pour vous. Bonne suite de programme sur Sen TV. Au revoir. Au dénouement divers, certains pays africains ont une alternance démocratique. C'est le cas du Ghana avec l'élection de Nana Akufo-Addo, tout le contraire du pays voisin, la Gambie. Nous allons revenir sur tous ces faits avec Ndeye Menda. L'Afrique a connu des moments assez sombres en 2016. Violence, élections non équitables et pas crédibles, arrestation d'opposants, emprisonnement, terrorisme, corruption, la liste est longue. Toutefois, elle a savouré des moments de stress mêlés à la joie. Citons l'exemple du Ghana, ce pays qui peut désormais se targuer d'être l'un des plus démocratiques du continent, a sauvé sa face avec la reconnaissance par le président John Dramani Mahama de la victoire de son historique opposant Nana Akufo-Addo. Un scénario tout différent se passe en Gambie en cette fin d'année. Après avoir dirigé la Gambie pendant 22 ans, Yaya Jammeh d'abord accepte sa défaite à l'issue de l'élection présidentielle qui l'opposait à Adama Barrow, démocratiquement élu. Autre actualité qui a marqué l'Afrique en cette année 2016, le retrait annoncé de certains pays africains de la Cour pénale internationale. C'est le cas de la Gambie, de l'Afrique du Sud, du Burundi qui ont critiqué la politique de la Cour pénale internationale vis-à-vis des pays africains. La Gambie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, avait d'ailleurs accusé cette Cour de vouloir persécuter les dirigeants africains alors qu'au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de l'Assemblée des États partis avaient... Vous avez le pouvoir, vous le tenez de votre peuple et vous ne saurez jamais triompher contre votre peuple. Quel que soit votre pouvoir, vous ne pourrez jamais faire un procès contre votre peuple et le gagner. C'est clair qu'il aille à ces sources-là et qu'il fasse preuve quand même, je crois, d'une certaine humilité pour savoir que le pouvoir lui a été donné par Dieu à travers les hommes. Vox populi, vox dei.
la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, et qu'il restitue ça. Ou alors, que tout le monde attend, il a toujours le Coran avec lui. Mais il y a tellement de passages qui enseignent l'humilité dans le Coran, il n'a qu'à s'en inspirer. Il n'a qu'à s'en inspirer. Professeur, l'actualité internationale a aussi été marquée cette année par ce qui s'est passé en Europe, notamment le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En France, il y a eu la défaite de Sarkozy lors des primaires de la droite, le renoncement de Hollande à briguer un second mandat et la crise migratoire figurent parmi les faits saillants de l'actualité européenne, non sans oublier le référendum en Italie. Premier ministre Matteo Renzi, un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est avec Fatoulaye Mbaye Diop. La crise des migrants aura marqué l'Europe durant toute l'année 2016. En mars 2016, que la Turquie et l'Union européenne ont convenu d'un plan global pour réduire la migration vers l'Europe, ce qui faisait que les premiers migrants en situation irrégulière ont été renvoyés de Grèce vers la Turquie. Professeur, nous parlons du Brexit avec les électeurs britanniques qui se sont prononcés à près de 52% pour quitter l'Union européenne. Conséquence de ce départ pour l'Union européenne, mais aussi pour les Royaumes-Unis. On avait craint pour la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Mais je crois qu'aux dernières nouvelles, en tout cas les dernières nouvelles que j'ai eues, il semblerait que la Grande-Bretagne ne se porte pas aussi mal que ça par rapport au Brexit. Mais moi je vois que l'actualité internationale devrait toujours nous pousser peut-être à, si vous voulez, revenir à nous-mêmes et si on peut en tirer des enseignements. Au fond, cette Union européenne, puis combien d'années ça existe déjà? Et cette Union européenne a toujours des balbutiements constamment. Donc, combien nous faudra-t-il, combien d'efforts nous faudra-t-il pour mettre en place une Afrique unie, une Union africaine qui puisse fonctionner et qui n'ait pas des balbutiements de ce genre-là? Quant à Sarkozy et Hollande, ce qu'on apprend ici, c'est que bon, voilà des présidents quand même qui avaient une certaine allure et qui ont dû se contenter d'un seul mandat, quel que soit. Et je crois que bon, ces anciens lieutenants lui ont ravi la vedette et il est parti. Il se dit que bon, il va maintenant mener une vie de famille à contre-cœur. Mais François Hollande a accepté que bon, ça. Hormis la crise migratoire, l'actualité d'Europe 2016 aura été marquée par la Brexit qui a été un choc historique. Tout a commencé en mars où le gouvernement britannique a annoncé qu'il va lancer le processus pour que le Royaume quitte l'Union européenne. Mais c'est en juin, lors d'un référendum, que les Britanniques ont voté 51,9% des voix pour sortir de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique David Cameron, qui avait organisé la tenue du référendum et qui avait fait campagne pour le maintien, démissionne et c'est le 16 juillet que la reine Elisabeth II a accepté la démission depuis 6 ans et en septembre, ce dernier annonce qu'il abandonne son siège de député conservateur. L'année 2006 a été très marquante dans le domaine de la politique en France avec la primaire de la droite. La victoire surprise de Fillon qui écrase Sarkozy et Juppé au mois de novembre. Quelques jours après, le président de la République de la France, François Hollande, annonce qu'il renonçait à se porter candidat à sa réélection. Et comme si le monde s'était donné, son premier ministre Manuel Valls démissionne de son poste. Il annonce sa candidature pour la présidentielle. Pendant ce temps, le Premier ministre italien Matteo Renzi annonce également sa démission après la victoire du non au référendum sur son projet de réforme de la Constitution. L'année 2016, l'Europe était donc marquée par une actualité que personne n'aurait prédit. D'ailleurs, appeler ces pays qui remettaient en cause le fonctionnement de cette juridiction à ne pas s'en retirer, mais à résoudre leurs différends par le dialogue avec les autres membres. Professeur, nous allons parler de la Gambie avec cette volte-face spectaculaire de Yaya Jammeh qui s'est mis à dos toute l'opinion internationale. Aujourd'hui, quels sont les risques pour Yaya Jammeh? Les risques sont gros parce que mis à dos toute l'opinion internationale et toutes les puissances, tous les pays aussi du monde entier. Je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Il ne peut pas s'en sortir. Des cas comme ça, mais il est impossible quand même qu'il s'en sorte. Il y en a qui disent que essayer de régler le problème de manière militaire n'est pas la meilleure des choses, mais en même temps, je me demande qu'est-ce qu'il propose pour pouvoir trouver une solution à cette situation.
Deux problèmes par rapport à cette situation. Il y a le fait que quand même le peuple gambien s'est librement exprimé. Lui-même, il a dit qu'il reconnaissait les résultats, mais à partir de ce moment, Alaya Yakta S, on n'en parle plus. Il s'en va et celui qui a gagné se met en place. Alors, si ce problème-là n'est pas réglé d'une manière ou d'une autre, il y a quand même un précédent très dangereux qui risquerait de faire reculer l'Afrique par rapport à la démocratie. Quelle que soit votre grandeur et votre gloire,